Bonjour à toutes et à tous. L'année 2025 marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Ces victoires ont pavé la voie à un nouvel ordre mondial, symbolisé par la création des Nations Unies. Depuis 8 décennies, le monde a connu une paix relative et une prospérité sans précédent. Pourtant, aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle période de turbulence et de transformation. Unilatéralisme et protectionnisme accrus, reprise économique ralentie, tensions géopolitiques persistantes et crise planétaire aggravée. L'humanité se trouve de nouveau à la croisée des chemins, unité ou division, dialogue ou confrontation, gagnant-gagnant ou jeu à somme nulle. Comment transmettre fidèlement l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale? De quelle manière préserver les acquis de cette victoire et s'en inspirer pour relever les défis actuels? En sa qualité de membre fondateur des Nations Unies et membre permanent du Conseil de sécurité de l'organisation, quel rôle la Chine a-t-elle joué pour la paix et le développement du monde? Nos invités partageront leurs analyses. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Wang Xiaoxia, directrice du département des langues étrangères de l'Institut de diplomatie de Chine. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Joseph-Olivier Mento, docteur en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Beijing. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. La Seconde Guerre mondiale a embrasé l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie, impliquant plus de 80 pays et régions et environ 2 milliards de personnes. Plus de 100 millions de soldats et de civils ont été tués ou blessés, dont plus de 35 millions de Chinois. Ma première question s'adresse à M. Mento. Selon vous, quelles sont des leçons historiques à retenir de cette guerre mondiale d'une ampleur sans précédent? Eh bien, merci déjà de m'avoir aujourd'hui. Vous venez de le mentionner, la Seconde Guerre mondiale a effectivement été un conflit d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent, mais nous pouvons tirer plusieurs leçons historiques à l'endroit de l'humanité tout entière. Déjà, d'abord, la Seconde Guerre mondiale nous instruit sur les dangers idéologiques extrêmes. Parce que vous savez, durant la guerre mondiale, nous avons aussi vu un nationalisme exacerbé. Nous avons tous entendu parler de la montée du fascisme, du nazisme ou alors même de l'impérialisme militariste. Et cela a montré que des régimes fondés sur la haine, des régimes fondés sur l'expansionnisme pouvaient plonger le monde dans le chaos. Nous avons tous vu les dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, nous tirons une leçon sur l'importance de la coopération internationale et de la paix. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu la naissance de l'Organisation des Nations Unies après la guerre, qui a marqué une volonté d'instaurer un système multilatéral basé sur le dialogue pour prévenir une troisième guerre. Voilà. Et cette leçon elle reste cruciale aujourd'hui parce que vous savez, aucun pays ne peut se placer pour dire que je peux résoudre les défis mondiaux seul. Voilà. Nous avons besoin qu'il s'agisse de la paix, qu'il s'agisse de la sécurité, même des questions liées à l'environnement ou alors même des questions pandémiques. Nous avons vu de 2020 à 2023 la pandémie du Covid-19. Il a fallu tout le monde entier, il a fallu plusieurs pays, il a fallu la coopération, le dialogue de plusieurs pays pour essayer de quadriller la pandémie. Mais aussi, je pense que d'un point de vue de la mémoire historique et de la lutte, de la négociation des crimes, parce que nous avons les horreurs de Shoah, nous avons les massacres de Nankin, même je dirais aussi le colonialisme en Afrique, et tout ça, je pense que ça doit être enseigné pour éviter que ça récidive, parce que c'est très important. Mais aussi, je voudrais aussi mentionner un dernier point, l'équilibre des forces et la vigilance face au conflit. Parce que vous savez, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, nous avons fait face à la guerre froide, qui montre que même après la défaite des puissances de l'Axe, les rivalités géopolitiques persistaient. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous faisons encore face à des tensions internationales et le monde doit éviter une course à l'armement pour privilégier le dialogue. Voilà, donc en somme, je pense que la Seconde Guerre mondiale nous enseigne que la paix, ce n'est pas un acquis. La paix n'est jamais acquise, elle exige une vigilance. Elle exige une vigilance constante et il faut instaurer le dialogue, il faut instaurer un environnement d'entente mutuelle.
Et je suis très ravi de voir que la Chine a fait une très grande contribution dans ce sens, et aussi les pays du Sud global, et aussi même les pays occidentaux. C'est tout le conglomérat ensemble qui pourra essayer de préserver ces valeurs pour les générations futures. Alors, Monsieur Manteau, merci pour cette analyse sur les leçons historiques à retenir de la Seconde Guerre mondiale. Et la paix et la solidarité sont très importantes. Et ces dernières années, certains politiciens, soi-disant élites intellectuelles et médias occidentaux, ont déformé les faits historiques de la Seconde Guerre mondiale sur la base de préjugés tels que l'égocentrisme occidental. Quelles sont les principales manifestations de ces interprétations erronées de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et que faudrait-il faire pour promouvoir la formation d'une vision plus objective et impartiale de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au sein de la communauté internationale? Monsieur Sébastien Bérimoni, expert à l'Institut Schiller, partage avec nous ses observations et analyses. Écoutons-le. Oui, donc pour répondre à votre question, je dirais que c'est même plus que de l'égocentrisme occidental, c'est même une falsification consciente de l'histoire universelle et de l'histoire du XXe siècle. Parce que certes, on dit souvent que c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire, mais dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de choses n'ont pas été dites. Certes, il y a eu le débarquement américain avec les alliés occidentaux en Normandie, mais la Russie a joué un rôle beaucoup plus important sur le front de l'Est pour libérer l'Allemagne du nazisme. Et donc ça, on n'en parle jamais. Le général de Gaulle, lui, qui savait refuser même de participer aux commémorations du débarquement de Normandie. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est en effet l'effort et le combat héroïque des Chinois contre le fascisme japonais, qui a été une guerre très dure et très meurtrière, et qui montre à quel point le nationalisme, l'impérialisme à l'époque, peut faire des dégâts et engendrer des catastrophes humaines qui sont sans précédent. Donc le rôle de la France et de la Chine pour changer ce récit est très important, parce que la France a également eu 3 conflits majeurs avec l'Allemagne, en 1870, Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. Et la Chine également a été attaquée par le Japon à la fin du 19e siècle, et évidemment entre 1937 et 1945. Donc on a une histoire commune des luttes contre le fascisme et le nazisme qui doit être enseignée, qui doit être racontée, justement pour organiser une nouvelle discussion. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que partagent la France et la Chine, par exemple, qui ne sont pas connues. Très peu de gens savent que tous les grands leaders du Parti communiste chinois sont venus étudier en France. Deng Xiaoping, Zhao Xian, Cai Hessen, Chiang Xingyu, tous ces gens qui sont venus en 1920 dans le travail-étude, qui d'ailleurs, il y a un magnifique musée à Montargis qui raconte toute cette histoire, où Cai Hessen, on raconte même la légende qu'il aurait envoyé la première lettre à Mao mentionnant la création du Parti communiste chinois. Donc il y a toute cette histoire commune qui n'est pas enseignée et qui permettrait justement de rééquilibrer ce narratif actuel qui est imprégné non seulement de russophobie à l'heure actuelle, de sinophobie et d'islamophobie. On a beaucoup de récits aujourd'hui qui sont toujours dans cette perspective ami-ennemi, gagnant-perdant, pas du tout dans la collaboration. Les Chinois sont également venus nous aider lors de la Première Guerre mondiale. Il y a un cimetière près de chez moi, dans le nord de la France, des soldats chinois qui sont venus aider. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette histoire à re-raconter pour former un nouveau récit, une formation, avoir une vision plus objective, plus impartiale de ce qui s'est passé au XXe siècle, et ne pas justement faire ce que fait l'OTAN aujourd'hui, l'OTAN qui aurait dû disparaître en fait il y a très longtemps, et qui aujourd'hui veut devenir un OTAN global, qui a même proposé au Japon d'ailleurs de rejoindre l'OTAN global, et qui devient une force de guerre, une force de narratif anti-Russie, anti-chinois, anti-BRICS. Et donc ça, c'est ça qu'il faut changer en racontant la collaboration historique entre nos deux pays et entre tous les pays du monde quand il y a à se battre contre le fascisme. M. Bérimoni a souligné que la communauté internationale méconnaît souvent le rôle clé joué par le théâtre chinois dans la guerre mondiale antifasciste. Madame Wang Xiaoxia, comment devrait-on évaluer la contribution de la Chine à la victoire de cette guerre?
Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Péhimoni pour dire qu'il existe un récit négatif contre le rôle qu'a joué la Chine dans la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, la Chine a été le premier pays à commencer cette guerre antifasciste dans le monde dès l'année de 1931 jusqu'en 1945. Donc 14 ans de lutte acharnée avec d'immenses sacrifices humains et matériels. Donc la Chine a joué un rôle central dans la résistance au militarisme japonais et a apporté une contribution décisive à la victoire mondiale antifasciste. Et la lutte des Chinois a aussi bénéficié d'un large soutien international. Des combattants antifascistes venus de différents pays comme la Russie, comme l'URSS, les États-Unis, le Canada, la Corée, le Vietnam, la Bulgarie, la Roumanie, voire même l'Allemagne et le Japon. Donc ces soldats se sont directement engagés dans l'armée chinoise pour lutter contre l'agression japonaise. Avec le déclenchement de la guerre du Pacifique, la Chine a resserré ses liens avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays alliés. C'est dans ce contexte-là que la conférence Arcadia de Washington, reconnaissant l'importance du théâtre chinois, a décidé de réorganiser le front asiatique en créant le théâtre de Chine, le théâtre d'opération de Chine, commandé par un général chinois. La Chine est ainsi devenue le principal front asiatique contre le fascisme. Le 1er janvier 1942, la Chine a été parmi les premiers signataires avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS de la déclaration des Nations Unies à Washington, contribuant ainsi à l'établissement du Front mondial antifasciste. Et c'est en décembre 1943 que le président américain Roosevelt disait, quand il parlait des conférences de Téhéran et du Caire, je le cite, la Grande-Bretagne, l'URSS, la Chine et les États-Unis, avec leurs alliés, représentent plus de 3/4 de l'humanité. Si ces 4 puissances militaires restent unies dans leur volonté de paix, aucune puissance agressive ne pourra déclencher une nouvelle guerre mondiale. En réalité, la résistance chinoise et la guerre mondiale antifasciste ne sont pas simplement deux événements qui coïncident simultanément. Tous les deux sont en fait profondément interconnectés. Donc, la résistance chinoise a non seulement brisé les plans colonialistes japonais contre la Chine, mais aussi anéanti l'ambition collective des fascistes japonais, allemands et italiens de dominer le monde entier par la guerre. Donc la victoire chinoise a définitivement démantelé un système colonial vieux de plusieurs siècles. Dans ce sens, la résistance chinoise a dès le début revêtu une signification universelle pour préserver la paix mondiale et pour défendre la justice internationale. Merci. Tout à l'heure, nous avons passé en revue des faits historiques de la guerre mondiale antifasciste. Alors, Madame Wang Xiaoxia, quels ont été les impacts fondamentaux de la guerre, de la victoire de cette guerre sur la construction de l'ordre politique, économique et sécuritaire international d'après-guerre? Avant et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la décision la plus importante prise par la communauté internationale est la création des Nations Unies. La Charte des Nations Unies a jeté les bases de l'ordre international moderne et a établi les principes fondamentaux régissant les relations internationales contemporaines. D'abord sur le plan politique, l'effondrement de l'ancien système colonial dominé par les grandes puissances européennes a permis d'établir un système international centré sur l'ONU, affirmant les principes fondamentaux d'égalité souveraine et de non-ingérence dans les affaires intérieures.
D'ailleurs, le fait que la Chine est devenue membre permanent du Conseil de sécurité et que d'autres nations nouvelles surgissent sur la scène internationale a jeté aussi les bases du multilatéralisme. Et sur le plan économique, la conférence de Bretton Woods a créé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui a stabilisé l'ordre financier mondial, et cela a aussi favorisé la formation du cadre de libéralisation des échanges et posé les fondements institutionnels de la mondialisation économique. En matière d'ordre sécuritaire, le mécanisme de sécurité collective du Conseil de sécurité de l'ONU s'est vu conférer un pouvoir coercitif pour maintenir la paix internationale. Le principe d'unanimité des grandes puissances contribue à éviter l'éclatement des conflits à grande échelle. Donc l'ordre international d'après-guerre peut être considéré comme un ensemble de règles internationales et de mécanismes de garantie des paix établis sur la base des leçons douloureuses tirées des deux guerres mondiales subies par l'humanité au XXe siècle. Bien qu'aujourd'hui le contexte international est marqué par des changements et des désordres, nous devons toujours nous attacher à défendre l'autorité des Nations Unies, à maintenir l'ordre international fondé sur le droit international et les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, pour promouvoir une multipolarisation mondiale et une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous. Madame Wang Xiaoxia, je vous remercie d'avoir fait le bilan de la construction de l'ordre international d'après-guerre. En 1971, la 26e session de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une écrasante majorité une résolution rétablissant les droits légitimes de la République populaire de Chine à l'Organisation des Nations unies. En 2001, la Chine a officiellement adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. Monsieur Manteau, comment évaluez-vous l'impact profond de ces deux événements marquants sur le développement de la Chine elle-même et sur l'échiquier international? L'accès à l'Organisation des Nations Unies de la Chine, je crois que c'est synonyme d'une reconnaissance internationale. Et qui dit reconnaissance internationale dit légitimité diplomatique et dit aussi ouverture stratégique, parce que la Chine a pu sortir durant la guerre froide de son isolement relatif et aussi a pu nouer plusieurs relations diplomatiques avec de plus en plus de pays. Mais qui dit aussi reconnaissance internationale dit aussi accès aux institutions multilatérales, parce que l'accès à l'ONU a donné l'opportunité à la Chine de rejoindre aussi plusieurs autres agences onusiennes, par exemple l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, etc., qui a permis à la Chine de bénéficier des échanges technologiques et aussi économiques en prouvant ses intérêts. Mais quand il s'agit de l'Organisation mondiale du commerce en 2001, je crois que c'était aussi très avantageux pour la Chine, d'un point de vue d'une croissance économique accélérée, parce que qui dit Organisation mondiale du commerce dit aussi un marché mondial. Voilà. Donc la Chine avait aussi de plus en plus accès au marché mondial, et puis nous avons vu, la Chine est devenue l'usine du monde. Voilà, donc c'est l'un des jalons. Mais aussi, je pense que nous parlons aussi là des réformes structurelles, parce que pour les règles de financement avant la venue de la Chine étaient aussi un peu très monotones, mais maintenant avec la venue de la Chine et surtout de nos jours, on parle du Sud global. La Chine s'est vue représenter le Sud global. On parle d'un contrepoids. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi un point que je dois souligner ici. Et pour finir, la dépendance et l'interdépendance, parce que la Chine est devenue un maillon central de la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Mais sur l'échiquier international, je pense que il y a la montée en puissance du multilatéralisme, parce que je pense que j'ai mentionné tout à l'heure le Sud global. On dit le Sud global, mais on parle de majorité globale. La Chine a saisi l'opportunité de son accès à l'ONU et à l'OMC pour défendre ses positions et aussi pour essayer de promouvoir plusieurs initiatives.
par l'initiative de la ceinture de la route. Maintenant, on parle des BRICS, on parle du Forum de coopération Sine-Afrique et aussi du Forum de coopération avec l'Amérique latine. Et pour finir, la globalisation à la chinoise. Voilà, parce que l'entrée à l'Organisation mondiale du commerce à la Chine a aussi intégré la Chine dans le commerce mondial, mais aussi a essayé d'insuffler un nouveau vent de développement, surtout pour les pays du Sud global. Donc, ces deux événements ont marqué un tournant historique, je dirais pas seulement pour la Chine, mais aussi pour le Sud global en général. Ok, merci. Monsieur Manteau, je vous remercie pour votre analyse détaillée. Aujourd'hui, les rapports de force sur la scène internationale ont connu des réajustements profonds et les défis mondiaux s'aggravent de plus en plus. La tendance générale est donc au renforcement de la gouvernance mondiale et à la promotion de son système plus juste et plus raisonnable. Madame Wang Xiaoxia, selon vous, sur quel domaine clé la réforme du système de gouvernance mondiale devrait-elle se concentrer et quels sont les principaux défis et opportunités? D'accord. Donc, juste comme l'a souligné le président Xi Jinping lors du 19e sommet du G20, ce n'est qu'en consolidant davantage le consensus international dans les domaines économiques, financiers, commerciaux, numériques, écologiques et de sécurité mondiale qu'on pourrait perfectionner le système de la gouvernance mondiale. La plus grande opportunité, d'après moi, réside justement dans l'appel croissant de la communauté internationale à réformer ce système de gouvernance mondiale. L'établissement de mécanismes internationaux, le respect des règles internationales et la poursuite de la justice internationale sont devenus un consensus pour la majorité des pays. Dans la tendance historique vers la paix, le développement, la coopération et le gagnant-gagnant est irrésistible. Le Sud global, aspirant à davantage d'opportunités de développement plus équitables, est devenu aussi une voix de plus en plus entendue sur la scène internationale. Ainsi, promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste et rationnel répond aux besoins universels de tous les pays. Mais d'un autre côté, l'unilatéralisme et le protectionnisme commercial continuent de chercher à diviser le monde. Les événements climatiques extrêmes, les pandémies et les risques de la perte de contrôle de l'IA confrontent la société humaine à des défis majeurs, sans précédent. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, les déficits de paix, de développement, de sécurité et de gouvernance ne cessent de s'aggraver. Aucun pays ne peut résister à l'écart. Les nations du monde doivent agir de manière responsable et unie pour construire ensemble un système de gouvernance mondiale juste et rationnel. C'est aussi pourquoi la Chine propose de construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, dans le but justement de combler tous ces déficits et de quitter la réforme du système de gouvernance mondiale. Madame Wang Xiaoxia, merci d'avoir partagé votre point de vue sur la réforme du système de gouvernance mondiale. La Chine et la France sont toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et des puissances d'influence mondiale. Comment les deux pays devraient-ils renforcer leur coopération afin de promouvoir conjointement le multilatéralisme et d'améliorer le système de gouvernance mondiale? Voici la réponse de M. Sébastien Derimoni, expert à l'Institut Schiller. Alors oui, la France et la Chine sont membres permanents du Conseil de sécurité et devraient promouvoir évidemment, et dans certains cas le font, le multilatéralisme. Mais je dirais que ça devrait aller encore plus loin, c'est-à-dire que la Chine et la France devraient promouvoir une réforme complète des Nations Unies qui ont été le résultat d'une situation d'après-guerre très spécifique.
qui avait, si vous voulez, divisé le monde en blocs. Hein. Et aujourd'hui, il faut donner la voix à tout le monde. Il n'est pas normal que, et on le voit dans beaucoup de cas, en Ukraine, en Palestine, au Soudan, en RDC, partout des conflits, que des pays peuvent bloquer des résolutions s'opposant même au droit international, comme on le voit dans le cas de la Palestine. Donc la France et la Chine devraient non seulement promouvoir le multilatéralisme, certes, mais surtout promouvoir une réforme des Nations Unies, pour que chacun ait sa voix. Vous savez, aujourd'hui, le monde a changé depuis 1945. On a eu l'émergence des BRICS, hein, aujourd'hui qui sont devenus une force très importante, le BRICS+. Donc on a l'émergence de ce qu'on appelle la majorité mondiale, le Sud global, qui n'a pas voix au chapitre à cause du fonctionnement des Nations Unies actuelles. Donc il faut un pays, une voix, hein, beaucoup de pays proposent ça. Il faut vraiment réouvrir un nouveau paradigme. D'ailleurs, c'est ce qui a été présenté au sommet des BRICS dernièrement à Rio, ou celui de Kazan, c'est-à-dire qu'il faut une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel international. C'est ce que nous proposons d'ailleurs avec notre institut, l'Institut Schiller. Il faut une réforme du système monétaire et financier international pour dédollariser l'économie mondiale, sortir du système SWIFT. Donc à Kazan avait été discuté des mécanismes d'échange entre monnaies nationales des différents pays du Sud global. Donc c'est toute une réforme globale des mécanismes financiers, des mécanismes de coopération, des mécanismes de vote au sein du Conseil de sécurité et au sein des réformes internationales, parce qu'aujourd'hui on voit bien que le droit international est piétiné, bafoué jour après jour, sans que des voix, ou alors des voix qui s'opposent, puissent être entendues. Donc c'est à ça que la France et la Chine devraient se battre dans le cadre de cette perspective multilatéraliste qui est aujourd'hui inévitable avec l'émergence du Sud global. M. Perimoni a évoqué la réforme de l'Organisation des Nations Unies. En mars 2025, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé le lancement de l'initiative ONU 80 en référence au 80e anniversaire de l'organisation. Une initiative visant à rendre l'action de cette organisation plus efficace et mieux à relever les défis mondiaux. Madame Wang Xiaoxia, face à l'intensification actuelle des conflits géopolitiques et à la crise du multilatéralisme, comment, selon vous, l'autorité et le statut des Nations Unies devraient être maintenus? D'accord. Face à l'aggravation des conflits géopolitiques et aux défis à relever par le multilatéralisme, préserver l'autorité des Nations Unies exige une action collective de la communauté internationale, en particulier des grandes puissances qui doivent jouer un rôle constructif. Juste comme ce qu'a souligné M. Perimoni tout à l'heure, il faut d'abord réformer l'ONU pour renforcer sa représentativité et son inclusivité, c'est-à-dire accroître la représentation des pays en développement, du Sud global, pour corriger les injustices historiques en élargissant leur droit à la parole qui leur permettra de participer davantage à la gouvernance mondiale. Et d'ailleurs, l'ONU doit jouer un rôle central dans l'élaboration des règles sur des nouveaux enjeux comme le changement climatique, la santé publique et la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc tous ces domaines de sécurité non traditionnels, mais qui touchent énormément la vie moderne de l'humanité d'aujourd'hui. Et encore un autre point important, c'est que les institutions comme l'UNESCO doivent multiplier les plateformes d'échanges interculturels pour promouvoir le dialogue entre les civilisations dans le but de consolider le consensus international et résister aux divisions du monde. Dernière chose essentielle, c'est que les grandes puissances comme la Chine et les États-Unis devraient aussi assumer leurs responsabilités et leurs engagements. Effectivement, la Chine, pour soutenir l'autorité de l'ONU, est le premier contributeur de troupes parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, avec plus de 50 000 casques bleus déployés. Et elle soutient aussi les projets de développement via le fonds d'assistance
à la coopération sud-sud pour défendre les intérêts communs des pays en développement et pour renforcer leur pouvoir dans la gouvernance mondiale. Madame Wang Xiaxiang, merci pour votre analyse. Ces dernières années, la Chine n'a cessé de promouvoir une coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. De plus, elle a avancé et mis en œuvre des concepts tels que la communauté d'avenir partagée pour l'humanité que l'on a mentionné tout à l'heure et l'initiative pour la sécurité mondiale. Monsieur Manteau, d'après vous, quelles nouvelles pistes de réflexion et solutions ces propositions et pratiques chinoises pourraient-elles apporter pour remédier aux déficits mondiaux en matière de paix, de développement et de gouvernance? Eh bien, merci bien. En outre des initiatives que vous avez mentionnées, je pense que la Chine, à travers, que ce soit l'initiative La ceinture, la route, que ce soit les initiatives sur la civilisation, la sécurité ou le développement mondial, c'est un moyen pour la Chine comme qui dirait, remodeler la gouvernance mondiale en ciblant ou en comblant 3 déficits critiques, à mon sens. Qui sont des déficits liés à la paix, au développement et surtout à la gouvernance. C'est très important. Déjà, à travers l'initiative La ceinture, la route, la Chine propose une alternative au modèle traditionnel. Voilà, nous avons les investissements sans ingérence, c'est très important, il faut le mentionner, dans la souveraineté des États. Voilà, parce qu'il faut se développer, mais sans ingérence. Il faut respecter la souveraineté des États et aussi, voilà, et c'est très attrayant pour les pays du Sud global. Voilà, à travers l'initiative La ceinture, la route aussi, il y a une connectivité infrastructurelle. Voilà, parce que nous savons bien que, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de déficits infrastructurels. Donc, pour les soucis de paix, je pense que c'est toujours, la Chine promeut toujours le dialogue. La Chine promeut toujours le respect de la souveraineté. Je pense que je voudrais mentionner ici, en mai dernier, en mai 2025, l'Organisation internationale de la médiation, qui a eu son siège à Hong Kong, a vu le jour, voilà, avec la participation des Nations Unies et aussi beaucoup des pays signataires. Voilà, c'est une initiative que la Chine a mise sur pied pour essayer de résoudre les problèmes sécuritaires. Alors, par le dialogue, par la médiation, et c'est pour cela que cette organisation internationale de la médiation a été très appréciée par beaucoup de pays, par les pays du Sud global et même a eu beaucoup de représentation. Alors, dans le domaine de la gouvernance mondiale, je pense que vous avez mentionné la communauté d'avenir partagé. La Chine met en avant un multilatéralisme réformé parce que il s'agit, voilà, de proposer des systèmes à travers les BRICS, par exemple. Nous avons l'organisation de Shanghai, ou bien entendu la Banque asiatique d'investissement. Cette plateforme, c'est une manière de reformer un multilatéralisme. Et aussi, priorité est mise au développement. Voilà. Mais je voudrais aussi mentionner, en juillet dernier, je crois que c'est les 10 et les 11 juillet, ont eu lieu le forum ministériel sur le dialogue de la civilisation mondiale. Et j'ai eu l'honneur d'y participer. Et c'était très intéressant de voir l'importance que la Chine mettait à l'entente mutuelle. Parce qu'il y avait des représentations de tout le monde entier. Voilà. Il faut que des civilisations apprennent l'une de l'autre parce qu'il n'y a pas, la Chine a souligné qu'il n'y a pas de civilisation qui est au-dessus de l'autre. Que le pays soit grand, petit, micro ou, je sais pas, développé ou en voie de développement, il n'y a pas de civilisation qui est au-dessus de l'autre. Alors il faut promouvoir l'entente mutuelle, il faut trouver des points communs. Nous partageons les bénéfices, mais nous partageons aussi les défis. C'était très, très, très intéressant. Et voilà, en gros, je crois que c'est voilà les initiatives que la Chine essaie de mettre sur pied et qui reflètent, bien entendu, les besoins et les aspirations présentes dans les pays du Sud global. Et c'est pour ça que vous voyez, dans presque toutes ces initiatives, ont beaucoup d'approbation des pays du Sud global. Voilà. Monsieur Manteau, je vous remercie d'avoir partagé ces exemples et aussi présenté des perspectives. J'ai une autre question à vous poser. Comment la Chine et les pays africains pourraient-ils, selon vous, coopérer de manière plus efficace pour promouvoir le développement des pays du Sud global et renforcer leur représentation et leur droit à la parole dans les affaires internationales?
Eh bien, je pense que d'entrée de jeu, il faut d'abord approfondir la coopération économique. C'est vrai déjà que les relations sino-africaines avant étaient basées majoritairement sur les infrastructures, mais le sommet, le forum de coopération Sine-Afrique qui a eu lieu en Chine l'année dernière a aussi prouvé qu'il fallait aller au-delà des infrastructures. Il fallait essayer de promouvoir un transfert de technologie. Donc voilà, donc je pense que c'est le transfert de technologie. Nous parlons maintenant, le professeur tout à l'heure a mentionné l'intelligence artificielle, nous parlons du numérique, nous parlons aussi voilà, des économies vertes, des économies bleues. Voilà, donc je pense que le point doit être de plus en plus mis sur le transfert de technologie parce que les pays africains accordent une très grande importance à la formation de la main-d'œuvre locale. Voilà, parce qu'il faut essayer d'ajouter de la valeur aux produits et aux agences locales. Voilà, et il faut aussi rééquilibrer le commerce. Rééquilibrer le commerce parce que vous voyez, les pays africains essayent aussi comme j'ai parlé de tout à l'heure de la valeur ajoutée, les pays africains essayent de promouvoir le fait en Afrique, made in Africa, donc la transformation locale. Et donc, je pense que c'est aussi une idée, c'est aussi une idée pour le futur. Voir comment essayer de renfermir l'agentivité africaine pour pouvoir produire localement et aussi exporter de l'Afrique vers l'extérieur. C'est pour ça que j'ai été très ravi de participer au colloque économique et commercial qui a eu lieu à Changsha, où j'ai vu beaucoup de produits africains qui rentraient en terre chinoise. Et aussi, j'ai été très ravi de voir que la Chine a ramené à 0% les exports tarifaires sur 53 pays africains. C'est une très bonne nouvelle pour les relations sino-africaines et aussi à l'horizon 2027. Voilà, donc je pense que c'est déjà très bien. Mais aussi, il faut renforcer la voix sur la scène internationale parce que c'est très important. Je pense que l'Afrique, les pays africains sont aussi très contents de la Chine parce que la Chine a aussi tout fait pour épauler voilà, l'accès de l'Union africaine au G20. Parce qu'on parle de G20 plus l'Union africaine. C'est déjà bien. L'Union africaine a déjà plus de représentation. L'Afrique a déjà plus de représentation sur la scène internationale, ce qui est très bien. Mais aussi, par ricochet, l'Afrique aussi supporte et épaule aussi la Chine sur la scène internationale. Vous avez parlé de l'accès de la Chine à l'ONU. Je pense que la plupart des pays africains ont soutenu l'accès de la Chine à l'ONU en 1971, quand vous avez mentionné. Donc, en général, je pense que la coopération sino-africaine met un point plus renfermé sur l'entente mutuelle, sur l'apprentissage mutuel, l'échange de transfert de technologie et aussi sur les jeunes. Voilà, parce que l'accent a aussi été mis sur les jeunes. L'Afrique, vous savez, environ 60% est en dessous de 25 ans. Donc, la formation des jeunes, voilà, l'échange culturel des jeunes est aussi très important pour que les deux parties, soit la Chine et l'Afrique, puissent renfermer, puissent apprendre l'une de l'autre. Voilà. Okay, merci, Monsieur Mento. Nous allons conclure cette émission. Alors Madame Wang Xiaoxia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi, je voudrais dire qu'à travers l'histoire des relations internationales, aucun système a été parfait. L'ordre international actuel ne fait pas exception, mais tant qu'il est fondé sur les règles, guidé par l'équité et orienté vers le gagnant-gagnant, il ne doit pas être abandonné et encore moins d'être détruit au prix de la paix et de la sécurité. Donc face à un monde en mutation où les déficits s'entremêlent, et les intérêts des uns et des autres se sont profondément liés et connectés, on doit rester fidèle aux principes et au but de la Charte des Nations Unies pour garantir une paix et une sécurité plus durables dans le monde. Merci. Et vous, Monsieur Mento? Eh bien, pour moi, l'innovation, c'est le terme clé. Vous savez, nous avons parlé de la Seconde Guerre mondiale et nous avons parlé de beaucoup d'initiatives, mais le point clé que je veux mentionner, c'est l'innovation. Parce que il faut que nous innovons sans cesse pour pouvoir non pas seulement essayer de résoudre les problèmes auxquels nous faisons face actuellement, mais aussi pour pouvoir essayer de prévoir l'avenir, d'essayer de voir comment mieux régler, étant basé sur nos expériences passées
et voir comment anticiper pour mieux gérer ou pour mieux, je sais pas, essayer de résoudre les problèmes ou les difficultés que nous ferons face au futur. Un deuxième point, je voudrais aussi mentionner ici les rapports humains, les échanges culturels, c'est très important. Vous savez, qu'on parle de paix, qu'on parle de sécurité ou même de commerce, tout ça se ramène à l'homme. Si les civilisations, si les peuples n'apprennent pas à se connaître, nous ferons encore face à beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a beaucoup de clichés, vous savez, et ces clichés, ces préjugés sont parmi les noyaux centraux de tous les défis auxquels nous faisons face. Et c'est pour ça que je suis aussi très ravi, si je veux me focaliser sur la coopération sino-africaine, l'année prochaine 2026 sera l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. Donc la Chine et l'Afrique vont mettre un point phare sur l'entente mutuelle, sur l'échange culturel, sur l'échange des jeunes. Voilà. Et je crois que c'est très bien joué. Et ça va permettre aux Africains, aux jeunes Africains et aux jeunes Chinois de mieux se connaître. Et quand on se connaît, on n'est plus qu'amis, on est des frères. Et là, on peut s'unir la main dans la main pour faire face aux défis à venir. Merci, nous avons beaucoup discuté. Alors, la paix et le développement sont une quête éternelle de l'humanité. Je vous remercie d'avoir participé à notre table ronde. Chers amis, je vous remercie d'avoir suivi notre émission.